ce soir-là, mes parents et ma sœur ont débarqué sans prévenir dans ma villa de Saint-Jean-de-Luz. Ma sœur a décrété: je veux le petit déjeuner prêt à 5 heures demain. Mon mari aime que tout soit parfait. C'est ton devoir d'hôtesse. J'ai réglé mon réveil à 4 heures et j'ai ajouté une petite formule spéciale dans leur café qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, alors qu'ils s'installaient à ma table sans y avoir été invités, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et a dit: Thierry a une réunion importante demain. Je veux que le petit déjeuner soit prêt à 5 heures précises. Brouillé, jus frais, et surtout, ne le dérange pas. Tu es l'hôtesse, c'est ton boulot, non? Mes parents ont hoché la tête, comme si cette demande était la chose la plus naturelle du monde. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai souri. Un sourire froid, calculé. J'ai dit oui. J'ai réglé mon réveil sur 4 heures du matin. Et j'ai ajouté un ingrédient très spécial à leur café matinal, une petite recette de ma composition qui allait transformer leur séjour en un enfer gastro-intestinal qu'ils n'oublieraient jamais. Mais je ne savais pas encore que ce simple acte de vengeance allait révéler un secret bien plus sombre, un secret capable de me détruire. Bonjour à tous, c'est Élodie. Avant de vous raconter comment j'ai accidentellement envoyé toute ma famille aux urgences et découvert une trahison impensable, dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos réponses et voir à quel point notre communauté est internationale. Revenons à ce fameux vendredi soir. Tout avait commencé dans le calme absolu. Il était 19 heures. J'étais assise sur la terrasse de ma villa au Cap Ferret. Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, teintant les eaux du bassin d'Arcachon d'un or liquide et scintillant. L'air était doux, chargé de cette odeur saline et résineuse typique des pins maritimes qui bordent la côte. Dans ma main, je tenais un verre de vin blanc sec, un cru local que j'affectionnais particulièrement. C'était mon moment. Mon rituel. J'ai 36 ans. Il y a 4 ans, ma vie ressemblait à un champ de ruines. Un divorce brutal, une estime de soi en miettes, et une entreprise de cosmétiques bio que je tentais de lancer à bout de bras. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une marque reconnue, et cette maison, cette vue imprenable sur l'océan, c'est mon trophée. Je l'ai payé avec mes larmes, mes nuits blanches et chaque centime gagné à la sueur de mon front. Je vis seul ici. Enfin, seul avec la paix que j'ai mis tant de temps à conquérir. Le silence était parfait. Juste le clapotis des vagues et le chant lointain des cigales. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément, savourant cette liberté qui a le goût du luxe quand on a grandi dans le bruit et les exigences des autres. Soudain. Le bruit. Un klaxon. Lent. Insistant. Agressif. J'ai sursauté, manquant de renverser mon vin. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, non pas de peur, mais d'une appréhension familière. Une angoisse sourde qui me tordait le ventre chaque fois que ce genre de sonorité envahissait mon espace. J'ai regardé vers le portail. Un énorme SUV noir, rutilant, bloquait l'allée. Je ne connaissais pas cette voiture, mais je connaissais la plaque d'immatriculation personnalisée, Thierry Immo. Non. Pas eux. Pas ce soir. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table en tech. L'écran affichait « Maman ». Je n'ai pas eu le temps de décrocher que je les ai vus. Le portail automatique s'ouvrait lentement. Comment? Ah, oui. J'avais laissé un double des clés à ma mère il y a 6 mois, au cas où. Quelle erreur monumentale. Le SUV a avancé sur le gravier blanc avec l'arrogance d'un char d'assaut, écrasant au passage une bordure de lavande que je venais de faire planter. Il s'est garé en travers, bloquant mon propre accès au garage. Les portières ont claqué. D'abord, Thierry. Mon beau-frère. 34 ans, toujours vêtu de costumes trop serrés et portant des mocassins sans chaussettes, même en week-end. Il a balayé ma façade du regard, non pas avec admiration, mais avec cet air d'expert immobilier raté qui cherche les défauts. Ensuite, Sandrine. Ma petite sœur. 32 ans, la princesse de la famille. Elle portait des lunettes de soleil alors que le soleil était presque couché, et elle tenait son téléphone à l'oreille, ne prenant même pas la peine de regarder où elle mettait les pieds. Et enfin, mes parents. Jacques et Martine. Ils avaient l'air fatigués du voyage, mais surtout,
ils avaient cet air de propriétaires qui rentrent chez eux. Mon père a sorti une cigarette alors qu'il sait que je déteste ça et l'a allumée avant même de dire bonjour. Je suis restée figée sur ma terrasse, mon verre de vin à la main, comme une statue de sel. Ils ne m'avaient pas appelé. Pas un texto. Rien. Ils avaient fait 6 heures de route depuis Paris pour débarquer chez moi comme si j'étais un hôtel Ibis budget ouvert 24h24. Élodie, a crié ma mère en m'apercevant, agitant la main comme si elle ailait un taxi. Viens nous aider avec les valises, chérie. Thierry a mal au dos. Le « chéri » sonnait faux. Il sonnait comme une commande. J'ai posé mon verre. J'ai pris une grande inspiration. J'aurais dû crier. J'aurais dû leur dire de faire demi-tour. J'aurais dû appeler la police pour violation de domicile. Mais les vieux réflexes ont la vie dure. Je suis l'aînée raisonnable. Celle qui réussit. Celle qui doit comprendre. Celle qui paye. J'ai descendu les marches, le ventre noué, sentant déjà ma précieuse paix s'évaporer comme de l'eau sur l'asphalte brûlant. Je ne savais pas encore que ce week-end allait marquer la fin de ma famille telle que je la connaissais. Je ne savais pas que le diable ne portait pas toujours des cornes, parfois il portait des mocassins de marque et conduisait un SUV à crédit. Je n'étais même pas arrivée en bas des marches que la porte arrière du SUV s'est ouverte et qu'une boule de poil hargneuse en a jailli. C'était Prince, le bulldog français de Sandrine. Il a foncé droit vers moi, aboyant frénétiquement, avant de bifurquer vers mon massif d'hortensia bleu primé pour lever la patte dessus. « Sandrine. Ton chien » ai-je crié, l'horreur dans la voix. Elle a retiré ses lunettes de soleil, me lançant un regard agacé. « Oh, ça va, Élodie. C'est de l'engrais. Il a été enfermé pendant 6 heures, pauvre chérie. » Elle parlait du chien, bien sûr, pas de moi. Thierry a ouvert le coffre. Il y avait 5 valises. 5. Des valises rigides, énormes, comme s'il partait pour une expédition polaire de 3 mois. « Salut la belle-sœur » a lancé Thierry sans me regarder, tirant une valise Louis Vuitton, probablement une contrefaçon, sur le gravier. « Dis donc, ton portail grince un peu. Faudra que je te donne le numéro de mon gars pour l'entretien. Ça fait négliger pour une baraque à ce prix-là. Pas de « bonjour, excuse-nous de débarquer ». Pas de « comment vas-tu » Juste une critique immédiate. Mon père s'est approché, m'a fait une bise rapide qui sentait le tabac froid, et a immédiatement regardé par-dessus mon épaule vers le garage. « Tu as toujours ta Porsche » ? Je ne la vois pas. Elle est au garage pour la révision, papa, ai-je répondu froidement. Ah. Il avait l'air déçu. Je pensais que tu me laisserais la conduire ce week-end. Tu sais que ma vieille Peugeot est en train de rendre l'âme. D'ailleurs, on pensait qu'avec tes dividendes de fin d'année, tu pourrais peut-être. Jacques, laisse-la respirer, l'a coupé ma mère, mais en me tendant son sac à main lourd comme une enclume. Tiens, prends ça, j'ai l'épaule en compote. On a soif. Tu as du frais ? Pas de l'eau du robinet, hein, tu sais que Thierry ne boit que de la pétillante. Ils sont entrés. Ils ont envahi mon sanctuaire. Le bruit des roulettes des valises sur mon parquet en chêne massif résonnait comme des griffes sur un tableau noir. Ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. J'ai vu Thierry écraser un mégot de cigarette juste devant mon entrée avant de poser ses mocassins sales sur mon tapis persan d'entrée, une pièce unique que j'avais rapportée d'un voyage en Iran. C'est un peu vide ici, non ? A commenté Sandrine en entrant dans le salon. Elle a balayé du regard ma décoration minimaliste, mes meubles bas, mes murs blancs cassés, mes sculptures en bois flotté. On dirait que tu n'as pas fini d'emménager. C'est très froid. Très hôpital. Ça manque de vie. C'est du style wabi-sabi, Sandrine, ai-je rétorqué, sentant la colère monter. C'est censé être apaisant. C'est censé être dépressif, ouais, a ricané Thierry en se laissant tomber lourdement sur mon canapé en lin blanc crème. Il n'a même pas demandé s'il pouvait s'asseoir. Il a écarté les bras, prenant toute la place. Bon, on meurt de faim. Tu nous as prévu quoi ? On espère que c'est pas tes graines et tes herbes bizarres là. On veut de la vraie bouffe. Je suis restée debout au milieu de mon salon, les bras ballants. J'étais chez moi. J'étais la propriétaire. J'étais celle qui avait réussi.
Et pourtant, en l'espace de 5 minutes, j'étais redevenue l'adolescente maladroite, la servante, l'intruse dans sa propre vie. Soudain, Prince, le chien, a décidé que le tapis du salon, un tapis en soie pure, était l'endroit idéal pour finir ce qu'il avait commencé dehors. Une tache jaune s'est élargie sous mes yeux horrifiés. Non, ai-je hurlé. Sandrine a levé les yeux au ciel en attrapant un magazine sur ma table basse. Ne crie pas, tu lui fais peur. C'est juste un petit accident. Tu as bien une femme de ménage, non? Elle nettoiera demain. Ma mère s'est assise à côté de Thierry. Élodie, ne sois pas hystérique. Ta sœur est fatiguée. Va nous chercher à boire, s'il te plaît. Et apporte de quoi grignoter. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père qui tripotait déjà la télécommande de ma télévision murale. J'ai regardé ma sœur et son mari affalés comme des rois conquérants. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas encore le moment d'exploser. Pas encore. J'ai tourné les talons et je suis allée vers la cuisine. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper au comptoir en marbre froid pour ne pas tomber. Ils voulaient être servis? Ils allaient voir ce que le service signifiait pour moi. Le dîner a été un exercice de torture psychologique. N'ayant rien prévu pour 4 personnes supplémentaires affamées, j'avais dû improviser. J'avais décongelé des filets de bar, préparé une grande salade et sorti du fromage. Mais apparemment, ce n'était pas assez festif pour mes invités surprises. Thierry a ouvert une bouteille de vin sans me demander. Pas n'importe laquelle. Un Château Margaux 1996 que je gardais pour une occasion spéciale, peut-être mes 40 ans, ou le jour où je me remarierais. Il l'a débouché avec la délicatesse d'un plombier, a rempli son verre à ras-bord, l'a goûté, a fait une grimace et a dit « Mouais. Il est un peu passé, non? Tu aurais dû le boire plus tôt. » Il a bu mon vin à 800 € la bouteille comme si c'était du jus de raisin bon marché. Tout au long du repas, Thierry a tenu le crachoir. Il a parlé, la bouche pleine, postillonnant sur ma nappe en lin. Tu sais, Élodie, a-t-il commencé en pointant sa fourchette vers moi, cette maison, c'est une mine d'or mal exploitée. Le marché au Cap Ferret explose. J'ai fait mes calculs en venant. Si tu divises le terrain en 2, tu peux construire 2 bungalows locatifs de luxe au fond du jardin. Je ne veux pas de locataires, Thierry. Je veux la paix, ai-je répondu sèchement. La paix, ça ne rapporte pas de cash flow, s'est-il esclaffé, et mes parents ont ri avec lui comme s'il venait de prononcer une vérité biblique. Écoute, j'ai une opportunité incroyable en ce moment. Un projet de crypto-monnaie adossé à l'immobilier virtuel dans le métavers. C'est l'avenir. Si tu hypothèques cette maison, tu peux dégager facilement 2 millions d'euros de liquidités. Tu me les confies, je les investis, et dans 6 mois, je te double la mise. J'ai posé mes couverts. Le bruit du métal contre la porcelaine a résonné dans le silence soudain. Tu me demandes d'hypothéquer ma maison, pour te donner 2 millions d'euros, ai-je répété lentement. Pas me donner. Investir, a corrigé Thierry, vexé. C'est pour la famille. Regarde tes parents. Ils vivent dans un petit pavillon en banlieue parisienne. Avec les gains, on pourrait leur acheter une villa dans le sud. Tu ne veux pas ça pour eux? Tu es égoïste à ce point? Tous les regards se sont tournés vers moi. Le piège classique. La culpabilité. J'ai payé la toiture du pavillon l'année dernière, Thierry. J'ai payé la nouvelle voiture de papa. J'ai payé les implants dentaires de maman. Je ne crois pas être égoïste, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. C'est du passé ça, a aboyé mon père, soudain rouge de colère. On parle d'avenir. Ta sœur et Thierry essaient de construire quelque chose. Tu as tout, toi. Tu es assise sur un tas d'or et tu laisses ta famille trimer. On t'a élevé pour être solidaire, pas pour devenir une Picsou en jupon. Ma mère a posé sa main sur celle de Thierry. Laisse tomber, mon chéri. Elle a toujours été comme ça. Froide. Calculatrice. Depuis qu'elle a son entreprise, elle nous regarde de haut. Elle préfère ses plantes à sa propre chair et son propre sang. Sandrine, qui n'avait rien dit jusque-là, trop occupée à trier les morceaux de poisson qu'elle n'aimait pas, a levé la tête. Son regard était venimeux. Tu sais quoi,
Élodie. Parfois je me demande si tu mérites tout ça. Tu n'as même pas de mari, pas d'enfant pour en profiter. C'est du gâchis. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon infertilité était le drame de ma vie, la raison principale de mon divorce. Elle le savait. Ils le savaient tous. Et elle l'utilisait comme une arme pour me faire plier sur une transaction financière douteuse. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Pas devant eux. Jamais plus devant eux. Imaginez un instant être à ma place. Imaginez travailler 80 heures par semaine, construire votre vie pierre par pierre après avoir tout perdu, et voir les gens qui sont censés vous aimer vous traiter de monstres égoïstes parce que vous refusez de risquer votre toit pour leur délire. Je me tourne vers vous maintenant. Si votre famille débarquait chez vous, insultait votre mode de vie, et exigeait que vous hypothéquiez votre maison pour leur donner des millions, que feriez-vous? Les mettriez-vous à la porte immédiatement, ou essayeriez-vous de maintenir la paix comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si c'est moi qui suis folle. Thierry a fini son verre, a roté discrètement, et a souri. Un sourire de requin qui a senti le sang. Il a changé de sujet, mais ses yeux continuaient de parcourir la pièce, comme s'il mesurait les murs, comme s'il calculait déjà combien il pourrait en tirer. J'ai eu un frisson glacé dans le dos. Ce n'était pas juste de la cupidité. C'était de la prédation. Le dîner touchait à sa fin. Les assiettes étaient sales, la bouteille de Margot était vide, et l'atmosphère était si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Je commençais à débarrasser la table, espérant que ce geste les inciterait à aller se coucher. C'est là que Sandrine a posé sa main sur mon bras pour m'arrêter. Ses ongles manucurés en rouge vif s'enfonçaient légèrement dans ma peau. « Attends une minute, Élodie. On doit organiser la journée de demain. » J'ai soupiré. « Organiser ? Vous venez d'arriver. On ne peut pas juste se reposer ? Non, toi tu ne comprends pas, a-t-elle dit avec ce ton condescendant qu'elle utilise quand elle parle à un enfant idiot. Thierry est un homme d'affaires international maintenant. Il a une visioconférence cruciale avec des investisseurs de Dubaï demain matin. À cause du décalage horaire, c'est très tôt. Elle a fait une pause dramatique, vérifiant ses ongles. Il a besoin que le petit déjeuner soit servi à 5 heures précises. J'ai cligné des yeux, croyant avoir mal entendu. 5 heures ? Du matin ? Oui. Et attention, pas des croissants rassis. Il lui faut des protéines pour son cerveau. Il veut des œufs bénédicts. Avec la sauce hollandaise maison, pas en briques. Du saumon fumé bio. Du jus d'orange pressé minute. Et du café. Beaucoup de café. De l'arabica grand cru, fort. Elle m'a regardé, attendant mon approbation. Sandrine, tu plaisantes, ai-je lâché, incrédule. Je ne suis pas votre domestique. Il y a une boulangerie qui ouvre à 7 heures au village. Il peut se faire un café avec la machine Nespresso. Thierry s'est raclé la gorge. Écoute, Élodie. Je joue gros sur ce coup-là. Si je signe ce contrat, on parle de commission à 6 chiffres. C'est pour le bien de la famille. En tant qu'hôtesse, c'est ton devoir de t'assurer que tes invités sont dans les meilleures conditions. Si je rate ce deal parce que j'ai le ventre vide ou que je suis mal réveillée, ce sera de ta faute. Ma mère est intervenue, bien sûr. Oh, Élodie, ne sois pas difficile. Ton beau-frère travaille dur. Tu te lèves tôt d'habitude pour tes plantes, non ? Ça ne te coûte rien de faire un effort pour une fois. Pour une fois, ai-je failli hurler. Mais je me suis tue. J'ai vu le regard de mon père, dur, inquisiteur. J'ai vu le sourire suffisant de Thierry. J'ai vu l'indifférence cruelle de ma sœur. Ils pensaient m'avoir eu. Ils pensaient que j'étais coincée par mon besoin pathologique de leur plaire, ou du moins, d'éviter le conflit. Et c'est là que l'idée a germé. Froide. Limpide. J'ai baissé les yeux, feignant la soumission. D'accord. 5 heures. Peu bénédicte. Café fort. Je m'en occupe. Parfait, a dit Sandrine en se levant. On prend la chambre principale, celle avec la vue mer. Toi tu peux dormir dans la chambre d'amis ou sur le canapé, ça ne te dérange pas, hein ? On a besoin d'espace.
Ils sont montés sans un merci. Je suis restée seule dans la cuisine dévastée. La rage ne me brûlait plus. Elle s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus dangereux, une détermination glaciale. J'ai attendu d'entendre les portes se fermer à l'étage. Puis, je me suis dirigée vers l'arrière de la maison, là où j'avais aménagé mon petit laboratoire personnel. C'est ici que je testais les mélanges d'herbes pour mes produits. Des étagères remplies de bocaux en verre s'alignaient sur les murs, camomille, valériane, séné, bourdaine. Je me suis arrêtée devant un bocal étiqueté « Detox purification intense, protocole d'essai ». C'était un mélange que j'avais développé pour des cas de constipation sévère chronique. Une tisane si puissante qu'elle nécessitait une ordonnance et une surveillance. La posologie normale était d'un sachet pour 2 litres d'eau, à boire sur 3 jours. J'ai pris le bocal. Je suis retournée à la cuisine. J'ai sorti la grande cafetière à piston, celle que Thierry aimait tant. J'ai versé le café moulu. Et puis, avec la précision d'une chimiste, j'ai ouvert non pas 1, ni 2, mais 8 sachets de mon mélange, Detox. J'ai vidé la poudre d'herbe directement dans la mouture de café. Les herbes étaient inodores une fois mélangées au café fort, mais leurs effets étaient dévastateurs. La racine de séné et l'écorce de bourdaine, à cette concentration, agiraient comme une bombe à retardement. Ce n'était pas un poison mortel. C'était une leçon. Une leçon d'humilité viscérale. Tu veux que tout soit fluide pour ton business, Thierry, ai-je murmuré en remettant le couvercle sur la cafetière, prête à être enclenchée le lendemain matin. Je te garantis que ça va être très, très fluide. J'ai réglé mon réveil sur 4 heures du matin. En montant me coucher dans la petite chambre de service au rez-de-chaussée, la seule qu'il m'avait laissée, je n'ai pas prié pour que le plan fonctionne. Je savais qu'il fonctionnerait. La chimie ne ment pas. Les gens mentent, trichent, volent et humilient. Mais la racine de séné? Elle fait toujours son travail. 4 heures du matin. L'alarme de mon téléphone a vibré sous mon oreiller. Je n'avais dormi que 2 heures, mais je me sentais étrangement énergique, portée par l'adrénaline de la vengeance imminente. La maison était plongée dans le silence, à l'exception des ronflements sonores de mon père qui traversaient le plafond depuis le premier étage. Je me suis glissée hors du lit, j'ai enfilé une tenue impeccable, un pantalon en lin beige et une chemise en soie blanche. Si je devais jouer le rôle de la servante parfaite, j'allais le faire avec classe. Dans la cuisine, j'ai commencé le balai. J'ai pressé les oranges, une par une, en silence. J'ai poché les œufs avec une précision chirurgicale. J'ai fouetté la sauce hollandaise jusqu'à ce qu'elle soit onctueuse et dorée comme de l'or liquide. J'ai dressé la table face à la baie vitrée, là où le ciel commençait à peine à s'éclaircir, passant du noir d'encre à un bleu nuit profond. Puis, le moment crucial. J'ai fait bouillir l'eau. J'ai versé l'eau frémissante dans la cafetière à piston, sur le mélange mortel de café arabica et de mes 8 sachets de poudre laxative ultra concentrée. J'ai laissé infuser. Longtemps. Pour que chaque molécule active soit extraite. L'odeur du café a envahi la pièce, riche, corsée, masquant totalement toute trace suspecte. À 5h-5, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Thierry est apparu le premier. Il portait un peignoir en soie avec ses initiales brodées, qu'il avait dû sortir de sa valise. Il avait les cheveux gominés, frais et dispos. Ah, Élodie. Tu es debout. Bien. Il a vérifié sa montre en or. 4h58, tu es ponctuel. J'apprécie. Il s'est assis en bout de table, à ma place habituelle. Sandrine a suivi, les yeux encore collés de sommeil, traînant ses chaussons. Puis mes parents, qui s'étaient forcés à se lever pour soutenir le grand homme d'affaires. Ça sent divinement bon, a dit ma mère en s'asseyant. Tu vois, quand tu veux, tu sais faire plaisir. J'ai servi le café. J'ai rempli la grande tasse de Thierry jusqu'au bord. Puis celle de Sandrine. Puis celle de mes parents. C'est un mélange spécial, ai-je dit avec un sourire innocent. Un grand cru d'Éthiopie avec des notes herbacées. C'est excellent pour la concentration et le tonus matinal. Thierry a pris une gorgée bruyante. Il a fait claquer sa langue. C'est corsé. Il y a un arrière-goût un peu terreux, mais c'est pas mauvais.
Ça réveille. Il en a bu une deuxième gorgée. Puis il a englouti ses œufs bénédicts. J'ai observé, debout près de l'îlot central, les mains jointes devant moi. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils ont même redemandé du café. Thierry a fini la cafetière presque à lui tout seul, prétextant qu'il avait besoin d'un coup de fouet pour négocier avec Dubaï. Tu peux disposer maintenant, m'a dit Sandrine en finissant son assiette. On va rester ici pour discuter stratégie avec Thierry avant son appel. J'ai hoché la tête et je suis sortie sur la terrasse. J'ai compté dans ma tête. Vu la dose et leur poids corporel, il fallait environ 45 minutes pour les premiers signes. 5h45, le soleil commençait à percer l'horizon. À l'intérieur, Thierry avait ouvert son ordinateur portable. Il parlait fort, gesticulant devant sa webcam, probablement en train d'impressionner ses interlocuteurs virtuels. Soudain, le son a changé. À travers la vitre, j'ai vu le visage de Thierry se figer. Sa peau, qui était rose et saine, a viré au gris cendre en l'espace de 3 secondes. Il a porté une main à son ventre, les yeux écarquillés comme s'il venait d'être poignardé. Un grondement sourd, audible même depuis la terrasse, a semblé émaner de ses entrailles. Ce n'était pas un gargouillis. C'était un séisme intestinal. Excusez-moi, un instant. Je l'ai vu murmurer à l'écran, avant de se lever si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Il a couru. Non, il a sprinté. Il a foncé vers les toilettes du rez-de-chaussée, serrant ses fesses comme si sa vie en dépendait. La porte a claqué violemment. Au même moment, Sandrine a lâché sa tasse. Elle s'est pliée en deux, un cri de douleur étouffé sortant de sa gorge. Oh mon Dieu, mon ventre. Elle s'est ruée vers l'escalier pour atteindre les toilettes de l'étage. Puis ce fut le tour de mon père. Et de ma mère. En moins de 2 minutes, ma villa luxueuse s'était transformée en zone de guerre scatologique. Les bruits qui émanaient des différentes salles de bain étaient indescriptibles. Des gémissements, des explosions, des supplications. Élodie, a hurlé Thierry à travers la porte des toilettes du bas. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses œufs? Je vais mourir. Je suis rentrée dans le salon, mon visage affichant une fausse panique parfaite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Appelle un médecin. A gémi ma mère, affalée sur le canapé, se tenant le ventre avant de se relever pour courir vers le jardin, n'ayant plus d'option de toilette disponible. C'était le chaos total. L'odeur commençait à se répandre. La dignité de la famille, parfaite, venait d'être anéantie, coulée dans la porcelaine de mes toilettes Villeroy et Boch. J'ai regardé Thierry sortir des toilettes, le pantalon à moitié remonté, le visage ruisselant de sueur, avant d'y retourner immédiatement en hurlant. Son call avec Dubaï tournait toujours sur l'ordinateur. Je me suis approchée et j'ai vu les visages choqués des investisseurs à l'écran qui entendaient tout. J'ai doucement rabattu l'écran de l'ordinateur. Oups, ai-je chuchoté. C'était cruel. C'était dégueulasse. Mais mon Dieu, que c'était bon. Mais je ne savais pas encore que cette purge n'était que le début. Le vrai poison n'était pas dans le café. Il était dans le sac en cuir que Thierry avait laissé abandonné sur la chaise. À 6h30, j'ai dû me résoudre à composer le 15. La situation avait dépassé le stade de la simple indigestion punitive. Mon père était devenu blanc comme un linge et tremblait de tout son corps. Thierry était allongé en position fétale sur le carrelage froid du couloir, gémissant qu'il voyait des lumières blanches. La déshydratation arrivait vite, beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu avec 8 sachets. SAMU 33, j'écoute. Bonjour, ici Élodie. J'ai 4 personnes chez moi en détresse gastro-intestinale sévère. Vomissements, diarrhées aiguës, possible intoxication alimentaire. Ils sont en état de choc. Ma voix était calme, professionnelle. L'ancienne pharmacienne en moi avait repris le dessus. 20 minutes plus tard, 2 ambulances et un véhicule de pompiers bloquaient ma rue. Les gyrophares bleus balayaient les murs de ma maison, créant une ambiance stroboscopique surréaliste. Les voisins étaient sortis en peignoir, observant la scène. J'ai vu la honte absolue dans les yeux de Sandrine alors qu'on la chargeait sur un brancard, une perfusion déjà posée au bras. Thierry, l'homme qui voulait conquérir le monde de la finance 1 heure plus tôt,
pleurait comme un bébé en demandant si ses intestins avaient explosé. « Madame, vous venez avec nous ?» m'a demandé un ambulancier. J'ai secoué la tête, prenant un air accablé. Je ne peux pas. Je dois nettoyer et sécuriser la maison. Je les rejoindrai à l'hôpital de Bordeaux dès que possible. Prenez soin d'eux, je vous en prie. Les portes des ambulances ont claqué. Les sirènes ont hurlé. Et le convoi est parti, emportant ma famille toxique loin de mon sanctuaire. Le silence est retombé sur la villa. Un silence lourd, mais pur. Je suis rentré. L'odeur était terrible. J'ai ouvert toutes les baies vitrées en grand, laissant l'air marin de l'Atlantique s'engouffrer pour chasser les miasmes de la maladie et de la trahison. J'ai appelé mon service de nettoyage d'urgence pour qu'ils viennent désinfecter les salles de bain dans l'heure. En attendant, j'ai commencé à ramasser leurs affaires éparpillées dans le salon pour les préparer à leur départ définitif. Je voulais qu'à leur retour, leurs valises soient sur le trottoir. J'ai ramassé les chaussures sales de Thierry. J'ai ramassé le sac à main de ma mère. Et puis, j'ai vu le porte-documents de Thierry. Une sacoche en cuir marron, épaisse, qu'il gardait toujours près de lui. Dans la panique de sa course vers les toilettes, il l'avait laissée sur la chaise de la salle à manger. Elle était entr'ouverte. Je ne suis pas quelqu'un de curieux d'habitude. Je respecte la vie privée. Mais après ce qu'il m'avait fait subir, après les insultes, après la tentative d'extorsion de la veille, je me suis senti justifié. J'ai sorti une tablette iPad Pro de la sacoche. J'ai appuyé sur le bouton principal. Thierry, dans son arrogance suprême, n'avait pas mis de code complexe. Le code était 1234. Je l'avais vu le taper la veille. L'écran s'est allumé. Il était resté ouvert sur une application de gestion de fichiers. Un dossier portait un nom qui a glacé le sang dans mes veines. Ce n'était pas « Projet IMO » ou « Investissement ». Le dossier s'appelait « Projet tutelle, Élodie ». Mes mains se sont mises à trembler, pas de rage cette fois, mais de peur pure. J'ai cliqué sur le dossier. Des dizaines de documents PDF se sont affichés. J'en ai ouvert un au hasard. C'était une lettre à en-tête d'un cabinet de psychiatrie situé à Paris. Je me suis assise lourdement sur la chaise que Thierry occupait 1 heure plus tôt. Ce que j'allais lire allait changer ma perception du mal à tout jamais. Je pensais avoir affaire à des profiteurs. J'avais tort. J'avais affaire à des prédateurs qui avaient planifié ma fin sociale et civile. Le premier document était daté d'il y a 3 mois. C'était une expertise psychiatrique préliminaire. Le problème ? Je n'avais jamais rencontré ce psychiatre, un certain docteur Morel. Pourtant, le rapport décrivait mon état mental avec des détails terrifiants et totalement fabriqués. Le sujet, Mademoiselle Élodie V, présente des signes avancés de paranoïa, d'isolement social morbide et d'incapacité à gérer ses finances de manière rationnelle suite au traumatisme de son divorce. Elle dilapide sa fortune dans des investissements irrationnels, référence à mes recherches sur les plantes, et montre une agressivité dangereuse envers ses proches. Je lisais, le souffle court. C'était un tissu de mensonges. Mais c'était écrit avec le jargon médical officiel qui rendait le tout crédible pour un juge. J'ai ouvert le fichier suivant, requête au juge des tutelles. C'était un brouillon prêt à être déposé. Il demandait le placement immédiat d'Élodie V, sous tutelle renforcée. Le tuteur au bien proposé ? Monsieur Thierry L, beau-frère. Le tuteur à la personne proposée ? Madame Sandrine L, sœur. Les co-signataires soutenant la demande ? Monsieur et Madame Jacques et Martine P, parents. Ils avaient tous signé. La signature tremblotante de mon père. Celle, ronde et assurée, de ma mère. Ils avaient signé un document déclarant leur fille aînée folle pour pouvoir prendre le contrôle de ma vie. J'ai continué à faire défiler les fichiers, la nausée me serrant la gorge plus fort que n'importe quel laxatif. Il y avait un fichier Excel nommé « Liquidation actif ». Ils avaient déjà tout listé. Villa Cap Ferret, valeur estimée 3,2 M €. Vente rapide souhaitée à 2,5 M € pour cash immédiat. Par société cosmétique, vente à un concurrent, nommé dans le dossier, pour 1,5 M €. Compte bancaire et assurance vie, rachat total. Et en bas du tableau,
une colonne, dette Thierry. J'ai vu le chiffre, moins 840 000 euros. Thierry ne voulait pas investir. Il était ruiné. Il devait de l'argent à des gens dangereux. Il y avait des scans de lettres de menaces à peine voilées venant de sociétés de recouvrement basées à Malte et Chypre. Il allait me vendre. Il allait me dépecer financièrement pour sauver sa peau, et mes parents étaient d'accord. Pire, ils allaient m'enfermer. Il y avait une brochure pour une maison de repos en Seine-et-Marne. J'ai googlé le nom. C'était un mouroir bas de gamme, célèbre pour ses tarifs bas et ses scandales de maltraitance. C'est là qu'il comptait me mettre une fois que je n'aurais plus rien. J'ai lâché la tablette comme si elle était brûlante. J'ai couru vers l'évier et j'ai vomi. Pas à cause d'une maladie, mais à cause de la violence de la réalité. Ma propre famille. Les gens avec qui j'avais passé Noël. Les gens pour qui j'avais travaillé dur pour prouver ma valeur. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne me détestaient même pas. J'étais juste une ressource. Une vache à lait qu'on allait abattre parce qu'elle ne donnait plus assez de lait volontairement. Je me suis rincé le visage à l'eau glacée. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la cuisine. J'ai vu une femme terrifiée, oui. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu la femme qui avait bâti un empire à partir de rien. J'ai vu la survivante. Ils avaient fait une erreur. Une seule. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'étais faible, isolée et fragile. Ils ne savaient pas que j'avais une arme secrète. Une arme que j'avais tenue à l'écart de cette famille toxique pour le protéger. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient encore, mais j'ai composé le numéro. Ça a sonné 2 fois. Allô? Élodie? Ça va? Il est 7 heures du matin, il y a un problème? La voix était grave, rassurante, solide comme un roc. Pascal, ai-je chuchoté, les larmes commençant enfin à couler. Pascal, j'ai besoin de toi. Tout de suite. Ils sont là. Et ils ont essayé de tout me prendre. Pascal. Mon grand frère. Le mouton noir de la famille parce qu'il avait refusé de suivre les délires de grandeur de nos parents. Il avait coupé les ponts il y a 5 ans pour devenir gendarme. Aujourd'hui, il était capitaine de gendarmerie près de Bordeaux. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, sa voix est devenue acier. J'arrive. Verrouille tout. Ne laisse entrer personne. Si Thierry revient, tu ne lui ouvres pas. J'amène mon équipe. On va régler ça, petite sœur. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était levé maintenant, illuminant la beauté de mon jardin. Mais ce n'était plus seulement ma maison. C'était une scène de crime. Et j'étais le témoin principal. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. L'attente a duré 1h30. 90 minutes qui ont semblé durer une décennie. J'ai passé ce temps à tout photographier. Chaque écran de l'iPad, chaque document, chaque preuve. J'ai tout envoyé sur un cloud sécurisé dont seul Pascal et moi avions le mot de passe. J'ai aussi enregistré les fichiers sur une clé USB que j'ai cachée dans un pot de farine. On n'est jamais trop prudent. Vers 9h, une voiture banalisée est entrée dans l'allée, suivie d'une voiture de gendarmerie officielle. Pascal est sorti du premier véhicule. Il était grand, carré, portant son uniforme avec une autorité naturelle qui manquait cruellement à notre père. En le voyant, j'ai éclaté en sanglots. Il m'a prise dans ses bras, me serrant si fort que j'ai cru étouffer. C'est fini, hello. Je suis là. Il est entré avec 2 collègues. Je leur ai montré la tablette. J'ai vu le visage de Pascal se durcir à mesure qu'il lisait le projet de tutelle. Quand il est arrivé à la partie impliquant nos parents, il a fermé les yeux un instant, une veine battant sur sa tempe. Ils sont tombés bien bas, a-t-il murmuré. Je savais qu'ils étaient toxiques, mais ça, c'est criminel. C'est de l'abus de faiblesse en bande organisée, tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux,
a énuméré son collègue, un lieutenant nommé Marc. Avec les dettes de jeu et les créanciers mafieux du beau-frère, on a un mobile en béton. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, essuyant mes yeux. Pascal m'a regardé. On les attend. L'hôpital m'a appelé sur mon pro, j'avais laissé mon numéro comme contact d'urgence pour toi il y a des années. Ils sortent. C'était juste une grosse déshydratation. Ils sont furieux. Ils reviennent ici. Il a posé sa main sur mon épaule. On va leur tendre un piège. Ils pensent que tu es seul, faible et coupable de les avoir empoisonnés. Ils vont essayer de te faire signer ces papiers aujourd'hui, en utilisant l'incident du café comme moyen de pression. Signe ou on porte plainte pour empoisonnement. C'est leur plan. Je ne signerai rien, dis-je. Non. Tu vas faire semblant d'hésiter. On a besoin qu'ils verbalisent leurs menaces et leurs intentions frauduleuses. On va placer des micros et des caméras maintenant. Marc et moi, on sera dans le bureau, à côté du salon. On interviendra au moment critique. Nous avons passé l'heure suivante à transformer mon salon en studio d'enregistrement pour une opération de police. J'avais peur, oui. Mais la présence de Pascal me donnait une force nouvelle. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule face à eux. À 11 heures, le taxi s'est arrêté devant le portail. Ils étaient de retour. Ils avaient l'air terribles. Pâles, cernés, les vêtements froissés. Mais leur colère était palpable. Thierry est sorti le premier, aidant ma mère qui marchait courbée. Sandrine avait le regard d'une furie. Tout le monde en place a chuchoté Pascal dans son oreillette avant de disparaître dans le bureau avec ses hommes. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai composé mon visage pour afficher une expression de culpabilité et de peur. Le spectacle allait commencer. Ils sont entrés sans frapper, bien sûr. L'air était chargé d'électricité statique et d'odeur d'hôpital. « Tu as failli nous tuer », a hurlé Sandrine dès qu'elle m'a vue. Elle s'est jetée sur le canapé, dramatique. Le médecin a dit que c'était une intoxication massive au laxatif. « Qu'est-ce que tu as mis dans ce café, espèce de malade ?» Je me suis reculée, jouant la comédie. Je ne sais pas, j'ai peut-être confondu les bocaux, je suis désolée. Désolée, a tonné Thierry. Sa voix était rauque, mais menaçante. Il s'est avancé vers moi, envahissant mon espace vital. Désolé ne va pas payer ma facture d'hôpital, ni le contrat que j'ai raté avec Dubaï ce matin. Tu sais combien ça me coûte, ta bêtise ? Des millions. Mon père s'est laissé tomber sur un fauteuil. Élodie, comment as-tu pu ? On était parents. On aurait pu y rester à notre âge. C'est criminel. On va porter plainte, a sifflé ma mère. Oui, on va aller voir la police. Tentative d'empoisonnement sur ascendant. Tu iras en prison, ma fille. Sauf si. Elle a laissé la phrase en suspens, regardant Thierry. Le piège se refermait exactement comme Pascal l'avait prédit. Thierry a sorti de sa poche un document froissé. Ce n'était pas le dossier complet, juste une procuration générale et un acte de vente sous seng privé pré-rempli. Écoute, Élodie, a dit Thierry, adoucissant sa voix pour devenir mielleux, ce qui était encore plus effrayant. On est la famille. On ne veut pas te voir en prison. On sait que tu ne vas pas bien. Maman nous a dit que tu étais instable depuis le divorce. Que tu perdais la tête. Je ne suis pas folle, ai-je balbutié, reculant vers la table basse où le micro était caché sous un vase. Si, tu le es, a coupé Sandrine. Regarde ce que tu as fait ce matin. C'est le geste d'une folle. Mais on peut t'aider. Thierry connaît un excellent établissement où tu pourras te reposer. Signe ça, a ordonné Thierry en posant le papier et un stylo Montblanc sur la table. C'est une procuration. Ça me donne le droit de gérer cette maison et tes comptes pendant que tu te fais soigner. C'est la seule façon d'éviter la plainte. Tu nous donnes les rênes, on éponge les dégâts, et on oublie le café. J'ai regardé mes parents. Papa ? Maman ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous voulez me mettre sous tutelle et vendre ma maison ? Ma mère a détourné le regard, mais sa voix était ferme. C'est pour ton bien, Élodie. Et puis,
Cette maison est trop grande pour toi. Avec l'argent, on pourra enfin vivre dignement. On a des dettes, tu sais. Thierry a besoin d'aide. C'est normal que tu partages. Donc c'est pour l'argent, ai-je dit, ma voix devenant soudainement plus claire, plus froide. J'ai abandonné mon rôle de victime. Vous voulez vendre ma maison pour payer les 840 000 € de dette de jeu de Thierry, c'est ça? Le visage de Thierry s'est décomposé. Comment tu sais ça? Et vous avez payé le docteur Morel combien pour ce faux diagnostic? Ai-je continué, fixant Sandrine. Tu as fouillé dans mes affaires, a hurlé Thierry, se jetant vers moi, le poing levé. Salope! Donne-moi ce code. C'était le signal. La porte du bureau a volé en éclats. Gendarmerie. Plus personne ne bouge. La voix de Pascal a retenti comme le tonnerre. Il a surgi, son arme de service au poing, suivi de Marc et d'un autre officier. Thierry s'est figé, le bras en l'air, son visage passant de la rage rouge à une terreur blanche. Pascal, a couiné ma mère. Mon fils? Pascal n'a même pas regardé notre mère. Il a gardé son arme pointée sur Thierry. Thierry Lenoir, je vous arrête pour tentative d'extorsion, abus de faiblesse, faux et usage de faux, et menace de mort. Main sur la tête. À genoux. Sandrine a commencé à crier. C'est un piège. C'est elle qui nous a empoisonnés. Arrêtez-la. Marc s'est avancé vers Sandrine, les menottes à la main. Madame Sandrine Lenoir, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité. C'était une scène de chaos absolu, mais pour moi, c'était comme voir une symphonie se jouer. La symphonie de la justice. Thierry a été menotté au sol, pleurant et bavant, suppliant qu'on ne l'envoie pas en prison car il avait des conditions médicales. L'ironie n'a échappé à personne. Les gendarmes ont saisi la sacoche en cuir, l'ordinateur et les téléphones. En fouillant Thierry, Marc a trouvé autre chose dans sa poche intérieure, un petit pistolet automatique non déclaré. Le visage de Pascal s'est assombri encore plus. S'il n'avait pas réussi à me faire signer, jusqu'où Thierry serait-il allé avec cette arme? Cette pensée m'a fait frissonner. Mes parents étaient assis sur le canapé, tremblants, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Ils n'étaient pas menottés, mais ils étaient cernés. Pascal s'est approché d'eux. Il a rangé son arme, mais son regard était plus blessant qu'une balle. Pascal? A pleurnichait mon père. Dis-leur, c'est un malentendu, on voulait juste aider ta sœur. Aider? La voix de Pascal était basse, vibrante de dégoût. J'ai lu le dossier, papa. Vous alliez la faire interner. Vous alliez la jeter dans un mouroir pour qu'elle ne puisse pas contester la vente de sa maison. Votre propre fille. Celle qui vous paye tout depuis 10 ans. On n'avait pas le choix, a crié ma mère, les larmes coulant sur son maquillage ruiné. Thierry a dit que si on ne trouvait pas l'argent, il viendrait nous faire du mal. On avait peur. Et Élodie, elle a tellement, ça ne lui aurait rien coûté. J'ai fait un pas en avant. Ça ne m'aurait rien coûté? Juste ma liberté? Juste ma vie? Je les ai regardés, ces deux personnes qui m'avaient donné la vie mais qui venaient d'essayer de me la voler. Écoutez-moi bien, ai-je dit, ma voix calme résonnant dans le salon silencieux. Je ne porterai pas plainte contre vous deux. Pas parce que je vous aime. Mais parce que je ne veux pas la honte de voir mes parents en prison. Ils ont eu un soupir de soulagement, mais je n'avais pas fini. Cependant, à partir de cette seconde, je n'ai plus de parents. Je coupe les vivres. Plus de virements mensuels. Plus de voitures payées. Plus de mutuelles. Rien. Débrouillez-vous avec vos retraites. Mais, le pavillon, on l'a hypothéqué pour Thierry. A balbutié mon père. C'est votre problème, a tranché Pascal. Vous vendrez le pavillon. Vous irez dans cette maison de retraite bon marché que vous aviez choisie pour Élodie. Il paraît qu'ils ont de la place. C'est le karma, maman. Les gendarmes ont emmené Thierry et Sandrine. Sandrine hurlait des injures, me traitant de monstre, jurant qu'elle ne me laisserait jamais voir ses enfants, qu'elle n'avait pas encore, Dieu merci. Mes parents sont partis les derniers. Un taxi a été appelé pour eux. Ils sont sortis de ma maison, voûtés,
vieilli de 10 ans en 1 heure. Mon père s'est retourné sur le seuil, cherchant mon regard. Élodie. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Clac. Ce bruit. Ce simple bruit métallique. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son de la chaîne qui se brise. Je me suis retournée. Pascal était là. Il a soupiré, a enlevé sa casquette et s'est passé une main dans les cheveux. Ça va, a-t-il demandé. J'ai regardé mon salon vide. Le tapis était taché. L'odeur de désinfectant flottait encore. Mais l'air était léger. Oui, ai-je répondu. J'ai faim. On se fait un vrai petit déjeuner? Mais sans œufs, s'il te plaît. Il a ri. Un rire franc, qui a chassé les derniers fantômes. Cela fait 6 mois maintenant. La justice a suivi son cours, lente mais implacable. Thierry a pris 8 ans de prison ferme. Les juges n'ont pas apprécié la préméditation, l'arme illégale et l'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Il a essayé de pleurer à l'audience, mais ses larmes de crocodile n'ont ému personne. Sandrine a écopé de 2 ans avec sursis et une obligation de soins. Elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché en banlieue. Elle m'envoie parfois des lettres d'insultes que je brûle sans les lire. Mes parents, ils ont tout perdu. Le pavillon a été saisi par la banque. Ils vivent dans un petit 2 pièces en location, aidés par les services sociaux. Pascal passe les voir de temps en temps pour s'assurer qu'ils sont en vie, mais ils ne restent jamais longtemps. Moi, je ne les ai jamais revus. Quant à moi, je suis toujours au Cap Ferret. J'ai fait changer toute la décoration. Plus de wabi-sabi. J'ai mis de la couleur. Du bleu, du jaune, du vivant. J'ai adopté un chien, un golden retriever nommé Lucky, qui n'a pas le droit de monter sur les tapis mais qui dort au pied de mon lit. J'ai aussi changé toutes les serrures et installé un système de sécurité biométrique. Plus personne n'entre ici sans mon empreinte. Ce matin, je suis assise sur ma terrasse. Le soleil se lève. Je bois mon café, sans additifs, je vous rassure. Pascal vient ce week-end avec sa nouvelle compagne. On va faire un barbecue. On va rire. On va parler d'avenir. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la loyauté font la famille. Ceux qui partagent votre ADN ne sont pas obligatoirement vos alliés. Parfois, ce sont vos pires ennemis, car ils connaissent exactement l'endroit où planter le couteau pour que ça fasse le plus mal. Ils utilisent votre passé, vos faiblesses, votre besoin d'approbation contre vous. Couper les ponts n'a pas été un acte de cruauté. C'était un acte de survie. C'était une chirurgie d'urgence pour enlever une tumeur qui me tuait à petit feu depuis 30 ans. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé mon argent. Mais surtout, j'ai récupéré mon âme. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous sentez ce nœud au ventre chaque fois que votre famille appelle, si vous vous sentez utilisé, diminué, ou coupable de dire « non », écoutez-moi bien. Vous avez le droit de fermer la porte. Vous avez le droit de changer les serrures. Vous avez le droit de choisir votre paix plutôt que leur chaos. Ne laissez personne, pas même votre mère ou votre sœur, vous faire croire que vous leur devez votre vie. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous-même. Merci de m'avoir écouté. C'était Élodie, et je suis enfin libre. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous aussi vécu une rupture familiale difficile, mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires, et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous auriez pardonné à ma place? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, et protégez votre café.